En Égypte, 12 peines de mort ont été prononcées contre des membres des frères musulmans. Human Rights Watch appelle les autorités à communier ces peines. En Centrafrique, la présidence répond aux allégations liées aux paramilitaires russes. Il s'agirait d'un complot visant à nuire aux intérêts de la République centrafricaine. Les Iraniens ont élu un nouveau président au premier tour. Il s'agit du grand favori, l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition. Le Niger a décidé de fermer pour des raisons de sécurité un site abritant depuis 2013 quelques 20 000 réfugiés maliens à Intikan dans la région de Tawa dans l'ouest. Cette région proche du Mali est le théâtre d'attaques djihadistes. L'information a été rendue publique par des autorités locales. Reportage. Le site des réfugiés à Intikan sera fermé pour des raisons sécuritaires, a indiqué un responsable du gouvernorat de la région de Tawa qui administre Intikan, une bourgade située à 50 km de la frontière du Mali dans le département de Tilia. Jeudi, une réunion sur la relocalisation des réfugiés a regroupé à Tawa autorités et représentants du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés selon lui. Les réfugiés maliens seront relocalisés à Akadani, dans le nord de la région voisine de Maradi, jusqu'ici épargnés par les attaques, a affirmé un élu de Tilia qui ne précise pas quand débutera leur transfèrement. Toutes les activités, y compris les distributions des vivres aux réfugiés et déplacés, ont déjà été suspendues à Intikan, a indiqué une source préfectorale à Tilia. Les autorités soupçonnent également le site d'Intikan d'abriter des bandits et des terroristes, a déclaré une source sécuritaire. La zone du site s'étend sur un rayon de 15 km où vivent depuis 2013 les réfugiés maliens mêlés à la population locale d'environ 7 000 habitants selon les chiffres officiels. Des milliers de déplacés internes s'y sont aussi installés après avoir fui les incursions djihadistes. En mai 2020, au moins 3 civils, dont 2 réfugiés, avaient été tués dans une attaque de djihadistes contre Intikan. Des djihadistes ont infligé des dommages aux installations du camp et ont notamment vidé le magasin de vivres et détruit le système qui fournit de l'eau potable aux 20 000 réfugiés maliens et à 15 000 autres déplacés nigériens et à toute la population locale, avait alors dénoncé le HCR. Selon l'ONU, le Niger abrite près de 60 000 réfugiés maliens qui avaient fui le nord du Mali, tombés depuis 2012 sous la coupe de groupes djihadistes. Les inquiétudes autour du partenaire russe se multiplient après plusieurs enquêtes concernant les exactions commises par les paramilitaires en Centrafrique. Radio France Internationale avait publié une enquête en mai révélant les méthodes utilisées. La semaine dernière, c'est CNN qui a publié un grand format sur le sujet. Je le disais en titre, la présidence centrafricaine a tenu à répondre. En réponse à l'enquête de la rédaction américaine CNN, le directeur de cabinet du président de la République centrafricaine s'est fendu d'un communiqué de 5 pages, justifié, précise-t-il, par la gravité de ces allégations diffamatoires, fantaisistes et fallacieuses. Il existe, selon Obed Namsio, un complot contre les autorités centrafricaines, avec pour objectif la volonté de soutenir l'instauration d'un chaos dans le pays et avec l'intention de nuire aux intérêts de la République centrafricaine. Obed Namsio insiste sur la violence des groupes armés et leur occupation du territoire pendant ces dernières années. Des crimes sciemment omis, selon lui, par les journalistes qui n'ont pas effectué de mission sur le terrain. CNN précise ne pas avoir obtenu d'autorisation de reportage malgré plusieurs demandes. Le directeur de cabinet poursuit ensuite sur la ligne de communication officielle. Il n'y a pas de mercenaires en Centrafrique. La présence des éléments russes a été autorisée par le Comité de sanctions des Nations Unies. Ils interviennent dans le cadre d'un accord de coopération militaire bilatéral. Le communiqué précise que la présidence refuse de se retrouver dans une guerre par procuration entre les grandes puissances. Il rappelle enfin qu'une enquête spéciale du gouvernement a été mise en place pour faire la lumière sur les allégations de violation des droits de l'homme imputées au FACA et forces alliées russes. Des allégations qu'il qualifie de précoces. Une enquête dont on attend les conclusions.
Je l'annonçais également en titre. L'ONG Human Rights Watch a appelé vendredi l'Égypte à commuer des peines de mort prononcées contre 12 membres des frères musulmans, dont plusieurs dirigeants de la confrérie islamiste. Reportage. Lundi, la Cour de cassation a confirmé les 12 condamnations à mort prononcées notamment contre un ancien ministre et un ancien député issu des rangs de la confrérie. Lundi, la Cour de cassation de l'Égypte a confirmé les 12 condamnations à mort prononcées notamment contre un ancien ministre et un ancien député issu des rangs de la confrérie. Elle avait aussi commué en peine de prison à perpétuité les peines de mort de 31 autres membres des frères musulmans. La plupart des condamnés avaient participé en 2013 à un sit-in islamiste sur la place Rabat, à l'est du Caire, où les forces de sécurité avaient violemment attaqué et tué des centaines de personnes en une seule journée. Les condamnés à mort, qui étaient initialement 75 personnes selon Human Rights Watch, sont notamment accusés d'avoir armé des gangs criminels et assassiné des policiers. L'affaire comptait initialement plus de 600 accusés. Le président Abdel Fattah al-Sisi peut gracier les condamnés durant un délai de 14 jours après une peine définitive, précise l'organisation qui appelle le dirigeant à commuer ces peines. L'Égypte devrait immédiatement surseoir à toute nouvelle exécution. Pour aller de l'avant, l'Égypte doit prendre des mesures contre les crimes commis par les forces de sécurité, parmi lesquels ceux commis à Rabat et les massacres de manifestants, a ajouté l'ONG. La confrérie des frères musulmans, fondée en 1928, a longtemps été le principal mouvement d'opposition en Égypte, malgré des décennies de répression. Aujourd'hui considérée comme une organisation terroriste, cette confrérie a été rayée du paysage politique en 2013 après le bref mandat d'1 an de l'un des leurs, Mohamed Morsi. Condamné à mort pour son rôle durant la révolte anti-Moubarak, l'ancien président, premier civil élu démocratiquement, est décédé en 2019 après s'être effondré au tribunal où il était jugé. Il avait été destitué par l'armée alors dirigée par le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, devenu depuis président. L'ONG Amnesty International s'est inquiétée vendredi de l'impunité persistante des policiers coupables d'abus 10 ans après la révolution en Tunisie. Cette réaction fait suite à une nouvelle série de violences policières qui ont provoqué un tollé dans le pays. Plusieurs manifestations contre les violences policières en Tunisie ont eu lieu ces derniers jours. Vendredi, une 50aine de personnes ont ainsi défilé dans le centre de Tunis au cri de dignité et liberté pour les quartiers populaires. La mort dans des conditions suspectes d'un jeune habitant la banlieue de Tunis, Ahmed Ben Amara, peu après son arrestation le 8 juin dernier, a déclenché plusieurs nuits de troubles dans le quartier populaire de Sidi Yassine. Des échanges de jets de pierre et gaz lacrymogènes ont aussi eu lieu dans un autre quartier pauvre de Tunis, déjà secoué par des troubles similaires l'hiver dernier. Dans un communiqué, Amnesty a appelé les autorités tunisiennes à mener une enquête impartiale et efficace sur les circonstances suspectes de la mort d'Ahmed Ben Amara. L'ONG souligne que les agents responsables de l'arrestation du jeune homme sont toujours en poste au commissariat de Sidi Yassine. Selon l'avocat de la famille cité par Amnesty, les autorités ont arrêté un témoin clé, l'ami d'Ahmed Ben Amara, qui l'aurait retrouvé blessé et transporté à l'hôpital. Un voisin s'est vu confisquer son téléphone après avoir filmé l'interpellation, affirme Amnesty International. Les informations selon lesquelles des témoins ont été intimidés sont très inquiétantes, a ajouté la directrice adjointe d'Amnesty pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En Tunisie, plus de 10 ans après la fin du régime policier de Zine El Abidine Ben Ali, les forces de sécurité ne jouissent plus d'un pouvoir discrétionnaire. Mais les réformes n'ont pas permis d'endiguer les dérives et leurs abus sont très rarement l'objet de poursuites judiciaires. L'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi a remporté la présidentielle iranienne au premier tour. Selon des résultats quasi définitifs publiés samedi au lendemain du scrutin, il a obtenu 62,2% des voix après dépouillement de plus de 90% des bulletins. Sans donner de précision sur la participation, la commission électorale iranienne a indiqué que Ebrahim Raïssi avait obtenu 62,2% des voix après dépouillement de plus de 90% des bulletins. Les chiffres de la commission permettent néanmoins d'extrapoler un taux de participation supérieur à 53%. Sans attendre la publication de ces résultats, le président sortant Hassan Rouhani avait félicité le peuple pour son choix ayant permis de dégager un vainqueur dès le premier tour.
Selon les chiffres officiels partiels, le général de division Mohsen Rezaï, ancien commandant en chef des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, terminerait deuxième avec plus de 11,5% des voix devant l'ancien président de la Banque centrale, Abdol Nasser Emati, 8,3%, et le député Amir Hossein Ghazizadeh Hachemi, 3,4%. Les trois hommes ont reconnu chacun à leur manière la victoire de Raïssi dans des messages sur Instagram, sur Twitter ou relayés par les médias iraniens. Sur fond de crainte d'une abstention massive après des appels au boycott de l'élection, les opérations de vote ont été étendues considérablement jusqu'à 21h30 GMT vendredi pour permettre une participation maximale dans de bonnes conditions compte tenu de la pandémie de Covid-19 qui frappe durement le pays. Se présentant comme le champion de la lutte anticorruption et le défenseur des classes populaires au pouvoir d'achat miné par l'inflation, Raïssi est le seul des 4 candidats à avoir véritablement fait campagne. Hassan Rouhani, réélu en 2017 au premier tour face à Raïssi, qui avait alors obtenu 38% des voix, un modéré qui quittera le pouvoir en août, finit son mandat à un niveau d'impopularité rarement atteint. Le président a des prérogatives limitées en Iran où l'essentiel du pouvoir est aux mains du guide suprême. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Sika TV. Nos programmes se poursuivent.